la manière dont je suis sur les réseaux sociaux, je vais attirer des gens qui aspirent à la même chose. Donc si maintenant je me mettais à porter des Rolex, à montrer avec du Louis Vuitton à Dubaï, etc., j'attirerais des gens qui aspirent à ça. J'avais tellement étudié TikTok, j'avais tellement scrollé, j'avais tellement regardé comment faire du contenu sur TikTok que je me suis dit, bah vas-y, on va sur TikTok. Et d'ailleurs, les premières vidéos, franchement, Enfin, je dis pas que je fais du meilleur contenu aujourd'hui parce que je pense que c'est aussi la vibe de TikTok et qu'il faut rester vachement brut et tel quel. Alors les premières vidéos, tu vas jamais dire dans une vidéo investis dans telle et telle action, investis dans telle et telle chose. Et après moi, même coach ton budget et tout, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. En fait, il faut surtout pas faire de promesses d'argent en fait. Voilà, avec coach ton budget, tu vas économiser 500 francs tous les mois en suivant la méthode. T'as pas le droit de dire ça quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand t'es salarié, à quoi tu penses quand tu veux plus d'argent? Tu vas direct penser à une promotion. Ah ouais, c'est ça. Le truc, c'est que c'est hyper dur de demander de l'argent en plus à ton boss ou de changer pour un job qui va te payer mieux. À part si t'as une capacité d'évolution. Tu t'es formé, t'as rajouté un diplôme, t'as fait des trucs comme ça qui font que tu vas gagner en valeur sur le marché. Et moi, je trouve ça hyper dur. J'ai trouvé plus facile d'aller dans l'entrepreneuriat en fait. Après, le deuxième truc, c'est comment trouver des clients. Et là, du coup, c'est beaucoup le digital qui intervient, hein, mais pas que, parce qu'en Suisse, je pense que le digital, c'est fabuleux, mais il faut quand même faire du présentiel, il faut aller networker, il faut aller montrer sa tête un petit peu. Et peut-être aller serrer des pinces, comme on dit en Valais. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Janice, bonjour. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast de Romande Insight. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'argent, on va parler aussi d'entrepreneuriat au féminin. Je suis très curieuse de savoir aussi qui tu accompagnes, tant dans la finance que dans le coaching entrepreneuriat. Puisque moi, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je me suis lancée, et puis toi, ça fait moins de temps. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te propose dans un premier temps de te présenter en quelques mots et nous dire c'est quoi ton business aujourd'hui, depuis combien de temps tu t'es lancé, puis quelques mots aussi sur ton parcours avant que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Merci Esther, merci pour l'invitation. C'est assez drôle qu'on se retrouve là. Enfin, on va parler du coup de la rencontre, parce que c'était ça un peu qui est marrante. Et alors moi c'est Janice, je me suis lancée, ça fait maintenant 2 ans en fait que j'ai lancé vraiment le business que j'ai tel qu'il est, pas tel qu'il est aujourd'hui, mais le business que j'ai aujourd'hui, je l'ai lancé il y a 2 ans. Je dirais que j'ai baigné dans l'entrepreneuriat, mais sans être une vraie entrepreneuse depuis plus longtemps que ça. Mais vraiment l'entrepreneuriat, ça fait 2 ans. Et ouais. Tu baignais dedans sans être vraiment dedans, c'est quoi alors En fait, je pense que depuis assez jeune, j'ai toujours eu un peu cette fibre où j'ai voulu faire des trucs, où j'ai toujours été proactive à faire des choses. Quand j'étais adolescente, par exemple, je vendais mes fringues c'était l'ancêtre de Vinted, c'était V-Dressing, pour avoir un peu d'argent. Et je me suis payé un voyage à New York avec cet argent. Donc ma mère m'avait donné une carte de crédit. Et en fait, c'était pas une carte de crédit, c'était une carte... c'était même pas une prépète, c'était une carte de débit. Mais en France, on a accès à ça avant 18 ans. Et en fait, j'avais récolté tellement d'argent que j'avais réussi à m'acheter un billet d'avion pour aller à New York. Ça, c'était un peu mes premiers pas. Et après, j'ai quand même fait un cursus en économie d'entreprise. Donc, j'ai appris comment est-ce que la finance, tout ça, le marketing fonctionnait dans une entreprise. Et puis, plus tard, entre des jobs un peu plus posés, par exemple, j'étais chez Coca, QOQA, dans la fidélisation, dans le marketing de fidélité, le sponsoring. Entre ça et puis mon job de digital marketing manager chez Sky, j'ai développé un projet à Genève qui s'appelait NEIA, Never Eat Industrial Again. Et là, j'étais responsable des opérations avec le CEO. Never eating what again? Never Eat Industrial Again. In the what? Industrial, c'était ne mangez plus, plus industriel, manger sain, ouais, c'était ça. Et en fait, le business model, c'était tout simplement par exemple, tu vois, au travail, il y a quelqu'un qui a fait trop à manger, tu peux lui acheter sa portion en trop et tu peux manger sain s'il aime cuisiner à la maison. C'était un peu un Uber Eats, c'était un peu un Uber, mais de la cuisine maison. Ok. Et on avait développé ça pendant 2 ans, ça avait un peu moins de 2 ans, ça avait cartonné et on a dû arrêter parce que ça correspondait pas au niveau des normes d'hygiène, c'était un peu compliqué. Oui, ça c'est strict. Ouais, c'était strict, voilà. Donc c'est comme ça un petit peu que voilà, il y a un parcours dans l'entrepreneuriat, mais qu'à moitié, parce qu'il y avait aussi beaucoup de peur. Se lancer, c'est pas rien. Enfin, je pense que toi, tu sais ce que c'est, quoi. Oui. Je vais te demander, t'as quel âge alors aujourd'hui? Là, j'ai 30 ans.
Ok. Bon, pas mal quand même de se lancer avant 30 ans, je vais te dire. Tu vois, moi, Ouais. j'en avais 33. Donc, Ah ouais, d'accord. alors, bah, la façon dont on s'est rencontrés, c'était... Je vais peut-être le raconter, moi, avec mes mots. Donc, moi, je gère un panel de consommateurs. J'ai 10 000 personnes qui sont inscrites dessus. Et puis, bah, un jour, je me logue sur mon panel pour envoyer une enquête à mes panélistes. Et puis, je pense qu'il y a un bug parce que j'ouvre l'application puis je vois qu'il y a 16 000 personnes. Je me dis, mais il s'est passé quoi entre hier et avant-hier? Et en fait, sur 24 heures, avec Janice, tout d'un coup, elle nous a fait gagner en fait 6 000 nouvelles personnes qui sont inscrites sur l'application. Mais je comprends pas tout de suite, puisque donc je me rends compte qu'il y a effectivement 6 000 personnes qui sont inscrites en 24 heures sur l'app. Et je comprends pas en fait. Sur le moment, on pense qu'il y a un bug, qu'il y a des doublons. Et puis assez rapidement, parce qu'il y a quand même la source, en fait, on demande comment vous avez entendu parler de nous. Et puis je vois TikTok, je me dis mais on est juste tellement pas sur TikTok. Et donc je tape en fait votre opinion sur TikTok et je tombe sur ton post. Oh, c'est fou ça quand même. Tu nous en dis un petit peu plus alors sur tes débuts dans l'influence justement et sur TikTok. Et puis, parce que donc tu parlais d'argent, d'une application qui peut faire gagner de l'argent, même si je dis tout de suite à tout le monde, c'est pas avec votre opinion que vous allez Non, c'est clair. devenir très riche. Mais c'est vrai qu'il y avait notre application et puis il y en avait une autre, About You, qui faisait aussi des sondages Ouais, et qui exact. proposait en contrepartie de gagner un peu d'argent. Exact, ouais. Et ouais, non, cette histoire, elle est folle parce que après, tu m'as envoyé un message sur LinkedIn et tu m'as expliqué. Et moi, j'étais là, genre, waouh, le pouvoir de l'influence, c'est assez fou. Alors, l'histoire, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas d'argent. Où clairement, l'argent, pas là. On t'a pas appris à gérer tes On biens m'a pas. immobiliers à 12 ans et Pas du tout. On m'a pas appris à faire mon premier million en un mois. On m'a pas appris à faire ça. Et quand je suis arrivée, j'ai grandi à la frontière en France. Mon papa avait un restaurant à Bâle, mais du coup, j'ai toujours grandi un peu dans les trois pays. Il est décédé quand j'avais 10 ans. Et moi, quand je suis arrivée en Suisse à mes 18 ans, j'avais pas d'argent, j'avais rien en fait. Je suis arrivée avec 3 000 euros. Et en tant qu'étudiante, j'ai réussi à toujours gérer parce que je me suis trouvé des petits jobs, j'ai géré mon argent comme je pouvais, j'économisais, j'économisais, j'économisais. Je rentrais le week-end pour que ma mère, elle me donne des courses ou en tout cas à manger pour la semaine, etc. Mais le problème, il s'est réveillé quand je suis devenue salariée. Donc je suis vraiment passée d'étudiante fauchée à salariée fauchée encore plus. Ah, je pensais que t'allais dire salarié blindé. Non. Salariée fauchée encore plus. Ok. Et là, la question s'est posée, mais en fait, comment est-ce que ça fonctionne l'argent? Donc j'ai commencé à faire attention à mes dépenses, ou en tout cas à noter mes dépenses. C'est la première chose que j'ai fait pour vraiment commencer ma quête dans l'argent. Et 8 mois plus tard, bah, il y avait rien qui avait changé. Parce que quand tu notes tes dépenses, ça change rien en fait sur ta structure. Tu vois, c'est comme toi, tu vas en tant qu'entrepreneur, tu vas regarder ton temps, ouais, à quoi tu l'assignes, mais si tu fais pas de changement dans ta structure, Tu continues comme ça. tu Ouais. continues comme ça. Bah, c'est Mhm. ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai commencé à me former, à lire des livres, à regarder des conférences, à écouter des podcasts. Et à chaque fois, les podcasts, ils créaient encore plus de déclics, en fait, à me dire, waouh, mais en fait, il y a ça, il y a ça. Et de fil en aiguille, j'ai construit un petit peu ma méthode pour commencer à mettre de l'argent de côté, donc épargner, mais aussi économiser aux bons endroits. Parce qu'en fait, ce que j'ai très vite remarqué, c'est que c'est pas parce que tu as un panier de courses à 600 francs par mois que c'est là-dedans qu'il faut taper si tu veux économiser. C'est plutôt dans tes abonnements Netflix que tu n'utilises pas qu'il faut... Oui, ou changer ton assurance maladie, enfin, ce genre de Exactement, voilà, choses, c'est quoi. ça. Ouais. Et du coup, j'ai designé le programme et j'ai voulu le commercialiser parce que je me suis dit, j'ai envie d'avoir un truc à moi, un projet entrepreneurial à moi, mais À côté de Sky. à côté de Sky, voilà. Mais à Mm. aucun moment, je m'étais dit, je vais quitter Sky et ça va voler, quoi. Jamais, à aucun moment. Sauf que je suis arrivée, c'était en février 2023. Et donc, c'était 3-4 mois avant que je fasse la vidéo hein, avec votre opinion. Et là, je me suis dit, mais en fait, si tu veux vendre ta formation, il va falloir que tu aies des clients. Et comme j'étais dans le marketing, j'étais pas complètement à côté de la plaque pour trouver des clients. Et là, j'avais tellement, tellement étudié TikTok, j'avais tellement scrollé, j'avais tellement regardé comment faire du contenu sur TikTok que je me suis dit, vas-y, on va sur TikTok. Et d'ailleurs, les premières vidéos, franchement, elles sont... Enfin, je dis pas que je fais du meilleur contenu aujourd'hui parce que je pense que c'est aussi la vibe de TikTok et qu'il faut rester vachement brut et tel quel. Alors, les premières vidéos. Et comme ça, en fait, ça a explosé et je sais pas, en 3 mois, je sais plus si c'était en 3 mois, si j'avais déjà les 90 000 en 3 mois, ou peut-être 80 000 en 3 mois, un truc comme ça, Ce abonnés. qui est quand même énorme hein, en C'est termes de énorme. communauté. Ouais. Mais après, j'ai suivi les codes, c'est-à-dire que j'ai posté tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mhm. Et j'ai fait des vidéos un peu. J'étais pas putaclic, mais presque parfois, parce que tu vois, quand tu dis 3 applications pour te faire de l'argent depuis ton téléphone, forcément, tout le monde a envie de regarder, tout le monde a envie de se faire de l'argent depuis le téléphone. Alors Et qu'en parce que soit. ouais, t'as eu combien de vues là-dessus? Mais je pense qu'on est. Je sais pas si on n'est pas allé à 500 000. Un C'était truc comme ça. énorme, quoi. Ouais, c'est ça.
Sachant que le problème des vidéos comme ça, c'est qu'elles vont souvent Oui, à hors l'étranger. Suisse. Oui. Ouais, c'est ça. Moi, pas de chance, ils peuvent pas s'inscrire s'ils sont pas résidents suisses, donc ça va. Mais... Très bien. Ouais, donc voilà, c'est un peu comme ça que tout est né, quoi. Et c'était alors à quel moment que tu t'es dit, donc c'était 3 mois après, tu vois que tu buzzes, ça marche bien. Nous, c'est là qu'on s'est rendu compte aussi du pouvoir des micro-influenceuses. On Ouais. s'est dit, bah, en fait, TikTokers, TikTokeuses, au niveau local, ça peut vraiment faire la différence, puisque on a quand même payé 10 000 francs pour mettre une pub dans Bon à Savoir, tu sais, une demi-page dans le magazine des consommateurs. Et on a eu, je sais pas, 350 personnes qui sont inscrites. Puis là, moi, je t'ai rien demandé, tu me fais 6 000 personnes. Voilà. Donc, c'est quand même assez fou. Et de voir Ouais. aussi justement l'impact en termes de pub, quoi, en termes de Ouais. promotion et de visibilité. Et puis du coup d'inscription, parce qu'il y avait vraiment eu des conversions, c'était assez énorme. Mais tu sais par contre que l'autre application dont tu parlais, About You, ils ont donc j'imagine que eux en plus ils étaient sur toute la Suisse, ils ont bien buzzé aussi en termes d'acquisition. Et en l'occurrence lui, enfin son application, elle n'existe plus quoi. Je sais pas s'il a fait faillite ou si Mais ça. ouais, tu sais pourquoi? Non. Alors, je connais pas le fin mot de l'histoire, le fin mot, mais je connais une partie de l'histoire. En fait, je pense que c'était pas rentable, hein, c'était ça l'histoire. Et du coup, ils ont dû changer le business model parce que je sais pas si tu as suivi à un moment donné, c'était aléatoire le montant qu'ils te donnaient. Parfois, ils te donnaient 10 francs, parfois, ils te donnaient 100 francs, mais la plupart du temps, tu n'avais rien du tout. Mhm. Donc, les utilisateurs, je pense, ont commencé à dropper et à arrêter. Et surtout, apparemment, il y a eu un backlash où les gens ont commencé à être très énervés de ne pas pouvoir retirer leur argent, de ne pas pouvoir. Bah oui, parce que du jour au lendemain, le de pouvoir retirer après 10, enfin, à 10 francs, tu devais attendre que ça atteigne 100 francs. Et ça peut être long. Et on recevait plus de sondage. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je crois qu'il y a eu. Ouais, là, ça n'a pas été une fin très heureuse, mais c'est ce que je sais. Ce qui m'intéresse dans ta remarque, c'est le côté partenariat avec des marques. Alors, des partenariats, j'en fais encore régulièrement. Ok. J'en ai quasiment une fois par mois, mais j'ai la chance. J'ai choisi de pas gagner ma vie avec ça. Donc, j'en accepte vraiment quand c'est un produit ou une marque en tout cas que j'aime. Alors, les premiers qui sont venus me contacter, c'était évidemment tout ce qui était service bancaire, assurance, etc. Et là, Logique. la finance, ouais, voilà, c'est ça, parce que j'étais pain béni, quoi, la première nana qui parle de En plus. thunes en Suisse romande, voilà. Donc, je sais pas si je peux citer les marques, hein, mais Oui, oui. il y avait You en premier. You, c'est une banque digitale que j'ai tout de suite adorée. En fait, je les utilisais avant qu'ils me contactent. Donc, quand ils m'ont contacté, c'était top. Moi, je les connais que par la pub Cavalcade. Ouais, mais l'identité visuelle, elle est incroyable. Et eux, j'ai fait des partenariats tout du long, parce qu'après je suis devenue partenaire affiliée, où j'ai continué de parler de You tout au long depuis 2 ans en fait, hein, j'ai pas arrêté. Il y avait Néon, la même chose, parce que j'aime aussi beaucoup cette banque. Et moi, il faut savoir que je les utilise toutes, hein. J'ai plusieurs comptes en banque pour plusieurs choses. J'ai plein de comptes en banque. Oui, puis c'est vraiment les nouvelles banques, quoi. C'est des néobanques très axées jeunes, justement. C'est ça. Et j'étais vraiment, j'en avais marre en fait de ma vieille banque ici, où quand je suis arrivée en Suisse, justement, moi j'étais choquée que tout ce qui était e-banking, c'était pas développé en fait par rapport à la Mais France. c'était quoi ta vieille banque? C'était Crédit Suisse? Non, j'avais BCV à l'époque. Ah ouais. Ouais. J'avais BCV et non, c'était un vent de fraîcheur. Enfin, c'était génial. Et puis depuis, ils ont développé tellement de nouvelles choses sur l'application que je trouve ça trop bien. Et les derniers en date avec qui j'ai collaboré au niveau banque, c'était Alpian. Et Alpian, c'est un peu un style de banque privée, mais ils sont beaucoup plus orientés digital. Ils sont beaucoup plus orientés vers le côté investissement. Et en fait, eux, ils proposent des packages type private investing, mais pour un peu monsieur et madame tout le monde. Mais il y a qui derrière? Le gros groupe? Il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas une grosse banque derrière qui non, backup non, les noms? Ok. Par contre, ils sont encore tout jeunes, c'est encore très récent. Ok. Mais au niveau garantie, justement, au niveau investissement et tout, ils sont clean. On n'est pas sur un... comment c'était Flowbank, on n'est pas là-dessus. Donc ça va. Et eux, ils se développent maintenant de plus en plus. En plus, on reçoit une carte en métal un peu dure comme ça. Enfin, moi, j'adore le côté un peu comme ça. Et par contre, j'ai d'autres marques qui m'ont contacté. Par exemple, une banque. Alors lui, il disait toujours c'est une banque de paysans. Mais en fait, c'était la meilleure banque en Suisse qui avait... Enfin, c'était la banque qui avait le meilleur compte épargne de Suisse. L'année dernière, ouais, en 2023-2024, meilleur compte épargne. Donc, par exemple, pour eux aussi, ça faisait sens. Et après, effectivement, il y a eu Migros, il y a eu... Retraite populaire, avec qui je collabore de nouveau cette année, mais on est sur un projet complètement différent. Parce qu'on ne veut pas toujours dire, voilà, prends ton troisième pilier ou épargne pour faire un troisième pilier. On veut aussi faire des trucs un petit peu différents qui sont en accord avec les valeurs de la marque. Parce qu'on ne peut pas toujours pousser les gens dans un produit ou un service. Il faut aussi faire de l'image de marque, des trucs comme ça, quoi. La notoriété, la confiance, etc. Exact. Ok. Et ça, je travaille tout le temps avec les marques en général. Quand on vient et qu'on me dit, voilà, est-ce que tu peux parler d'un produit, moi, en général, tout de suite...
c'est non. Et tu as de la liberté par rapport au contenu ou c'est très bridé, c'est très contrôlé, c'est... Non, j'ai beaucoup de liberté. Ok. En fait, en général, je leur propose des idées, je crée le texte et eux, ils valident le texte. Et après, eux, ils viennent avec des micro-modifications. Par exemple, tu vois, t'as pas le droit de dire faire un troisième pilier, ça te fait économiser des impôts. Ça réduit la charge imposable. C'est des petits Ok. trucs un peu comme ça. Ok. Oui, c'est par rapport au fait aussi de faire la publicité. Ouais, sur des produits financiers, Ouais. ouais, exact. Moi, ça me fait penser quand on fait des contenus sponsorisés, enfin on parle de digital marketing, puis tu me diras par rapport à tes contenus organiques versus quand tu fais une campagne comme ça avec une marque en collab. Quand on fait des contenus sponsorisés sur le sujet des assurances, donc on l'a eu fait pour, c'était pas troisième pilier, mais c'était les assurances privées hospitalisation par exemple. Mmh. On a vite été bloqué sur Meta, enfin il y a pas mal de gros mots qu'on ne savait pas que ça en était dès qu'on parle de la santé ou de la finance. Toi, tu fonctionnes que par organique, tu fais aussi des contenus sponsorisés que tu finances derrière et comment tu manœuvres en fait par rapport à tes contenus qui sont axés finance, assurance. Alors, dans l'organique, il n'y a pas ce genre de problème. Donc, tu peux tout dire. Là où il y a une limite, c'est que tu vas jamais dire dans une vidéo investi dans telle et telle action, investi dans telle et telle chose. Donc toi, Avec, tu fais juste après ta publication en ouais, organique et eux, ils la relayent. ouais, c'est ça. Ok, Et après, moi, ben, même coach ton budget et tout, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. En fait, il ok, faut surtout pas faire de promesses d'argent. En fait, voilà, avec coach ton budget, tu vas économiser 500 francs tous les mois en suivant la méthode. T'as pas le droit de dire ça, quoi. ok. Logique. Donc aujourd'hui, ta communauté sur TikTok, est-ce qu'elle continue à croître? Comment ça se passe? Parce que je sais que tu es aussi tu as lancé un podcast, Oui. donc je t'ai vu sur YouTube. Tu es certainement aussi sur Insta, j'ai pas été regarder, mais sur LinkedIn, je t'ai vu aussi. Donc comment ça se passe entre la communauté TikTok et puis le fait d'aller après sur des autres réseaux, chacun avec son public, chacun avec ses spécificités. Tu peux pas te dédoubler au niveau de ton temps. Le Je sais temps, que tu as ouais. un recrutement ici en cours aussi Ouais. pour déjà passer de 1 à 2. Enfin, j'imagine que tu as aussi, comme moi quand j'ai commencé, un petit réseau satellite qui nous permet avec d'autres freelances Des d'avancer. prestataires. Voilà, nos fameux prestataires, ils font partie de l'équipe eux Oui, c'est aussi. ça. Comment tu fais alors aujourd'hui par rapport à ta stratégie un petit de croissance en termes de communauté pour avoir la visibilité? Alors, effectivement, elle continue de croître, mais gentiment, mais c'est parce que je mets pas d'efforts non plus sur TikTok. Enfin, je mets plus d'efforts. Oui, Parce parce que que enfin, on le verra dans le sondage, hein, mais les jeunes, ils ont pas une énorme capacité non plus d'invest, mais ils sont ils sont intéressés, intéressés, mais ouais. Ça m'étonne pas. c'est one life, hein. Ouais, Et ouais, exactement, ouais, c'est exactement ça. Et TikTok, en fait, moi, j'ai pas non plus des masses de jeunes. C'est pas mon. Quand tu regardes mon audience, on est plus dans des. Alors, effectivement, il y a des 25-35, mais il y a beaucoup, beaucoup de 35-45, en fait. Il y a énormément de gens qui sont plus âgés. c'est vrai que j'avais vu aussi dans les inscriptions que c'était pas que des super jeunes qui s'étaient Ouais. inscrits, effectivement. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette tranche de population-là, c'est qu'elle se réveille et elle se dit: Ah, maintenant, je vais avoir un enfant, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Elle se réveille un petit peu et du coup, elle a envie d'en savoir plus, mais elle a l'impression qu'elle se réveille un peu tard, qu'elle aurait pu faire ça avant. C'est un peu ce qui se passe. Mais pour revenir à ta question, du coup, TikTok, moi, j'en prends pas vraiment soin. Donc, quand je poste une vidéo, c'est vraiment comme ça. Ou alors quand c'est un partenariat avec une marque. Et du coup, là, on te fait un truc un peu plus travaillé. Mais c'est parce que sur TikTok, j'ai pas d'objectif commercial, en fait. Mhm. Je C'est une m'amuse vitrine, quoi. et voilà, Ouais. voilà, c'est ça. Instagram, par contre, c'est clairement mon activité commerciale, mais je compte pas sur l'organique pour en faire mon activité principale. Donc l'organique, c'est la vitrine justement pour ce que je sais, mes connaissances, etc. Un peu ma vie aussi, vu que maintenant je commence à avoir aussi une communauté là-dessus. Et après, j'ai de la publicité digitale qui tourne toute l'année pour mes offres. Et LinkedIn, j'ai voulu retenter parce qu'on m'a dit, ouais, mais attends, ta cible, c'est comme les indépendants, va sur LinkedIn, etc. Donc je me suis fait 2 mois de LinkedIn intense en suivant les codes qu'on m'avait donnés. Et en fait, je sais pas, Ça ça n'a m'a pas décollé, fatiguée. t'as Ça, pas eu de plaisir. non, j'ai pas eu de plaisir du tout. Et du coup, je me suis dit, ben là, pour l'instant, je pose et puis j'ai qu'à poster de temps en temps, deux, trois trucs, ça va très bien m'aller. Donc, LinkedIn, j'ai arrêté. Et YouTube, c'est plutôt pour broadcaster le podcast. Oui, Donc, pas prévu d'aller développer là-dessus. autrement. Non, c'est ça. En tout cas, peut-être faire les choses de manière soigneuse, oui, mais pas de développer YouTube plus que ça. Parce qu'effectivement, à chaque fois que tu développes un réseau, c'est du temps, hein. Mhm. Et même le podcast. Je sais que tout le monde veut faire un podcast aujourd'hui. Oui, on a envie de faire un podcast, c'est trop stylé. Mais je pense que les gens oublient souvent qu'un podcast est comme un réseau social. Et si des personnes galèrent déjà à faire décoller un compte Instagram, TikTok ou n'importe quoi,
Un podcast, c'est pareil, il faut le commercialiser. Enfin, Bah, nous, on s'était dit, on va le faire pour le plaisir. Et puis, on verra ce que ça donne. Le but, c'était pas que ça ait des milliers de vues. Maintenant, c'est vrai que si on se rend compte que dans une année, il y a personne qui l'écoute et personne qui le regarde, on se posera peut-être la question, est-ce qu'on a envie de continuer? Parce que le temps, comme tu le disais, que ça prend... Alors moi, franchement, je peux dire au début, c'était presque une journée par semaine, hein. ouais, ça m'étonne pas. On parlait, oui, donc de ce qui a fait que ça a fonctionné. La viralité sur TikTok, ben, elle est liée au fait que tu as développé justement des vidéos très spontanées qui étaient dans les codes. Ensuite, tu t'es focalisé sur Instagram pour le côté commercial. Aujourd'hui, les sujets qui marchent le plus, tu dirais, en Suisse, et du fait aussi que tu es une femme, déjà, donc c'est quelle typologie de sujet, et puis aussi par rapport à ton public cible. Nous, on remarque quand on bosse pour des médias que souvent, leurs contenus qui sont incarnés par des influenceurs ou influenceuses, ils vont vraiment chercher majoritairement souvent des clients ou des auditeurs auditrices qui sont vraiment dans la même catégorie d'âge et en général, même genre. Donc, je peux imaginer que tu as, par exemple, et tu me diras si je me trompe, je peux imaginer que tu as 2 tiers sont des femmes qui ont entre 25 et 35. Plus âgé. Plus Ok. âgé. Mais c'est à peu près ça, ouais. En fait, ce qui est fou, c'est que le... Alors, moi, je le vois dans mes clients, en fait. C'est que la manière dont je suis sur les réseaux sociaux, je vais attirer des gens qui aspirent à la même chose. Donc, si maintenant je me mettais à porter des Rolex, à montrer avec du Louis Vuitton à Dubaï, etc., j'attirerais des gens qui aspirent à ça. Mhm. Moi, j'aspire à vivre tranquille en Valais, faire du ski la semaine, travailler, prendre soin de mes clients et puis être libre en fait finalement de ce que j'ai construit, de mon activité. Être libre financièrement à mon sens, hein, c'est pas prendre sa retraite de manière anticipée. Et du coup, les gens qui me rejoignent et qui veulent travailler avec moi aspirent aussi à ça. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de femmes de plus de 35 ans, voire plus de 40 ans qui me rejoignent parce qu'elles sont un peu perdues au niveau du digital et elles savent pas comment faire. Ok. Donc vraiment beaucoup. Mais principalement des femmes, ça c'est sûr. Je pense que c'est parce qu'il y a du personal branding derrière que tu attires aussi des Complètement. femmes. Mais Complètement. on constate quand même que ce soit dans les influenceurs entrepreneuriat et même finance, enfin, il y a beaucoup sur le trading, c'est quand même très masculin aussi. C'est très masculin. Alors, faut distinguer aussi les influenceurs qui vont te vendre des trucs à la copy trading et forcément te vendre du flan, et les vraies personnes qui développent un vrai business digital, et certes qui est nouveau, mais qui s'accompagne aussi de la vie qui va avec. C'est-à-dire la flexibilité, la rentabilité, l'agrandissement d'une équipe, mais qui est pareil, parsemée un peu partout. Tout ça pour les gens, c'est un peu nouveau, c'est un peu waouh. Et ces figures-là, souvent, sont masculines Mhm. et du coup, inspirent pas forcément toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans ces personnages-là. Oui, et puis comme tu le disais, enfin, il y en a de plus en plus maintenant, c'est Dubaï. Enfin, ils migrent Ouais. tous à Dubaï. En même temps, avec ce qui se passe au niveau impôts et Oui, compagnie en France, ça oui. m'étonne pas. Donc, On va pas parler de ça, mais... non. Et donc, si on arrive sur le sujet justement après des formations en ligne, Ouais. puisqu'ils font tout ça maintenant, les influenceurs, infopreneurs, vous appelez ça, hein. Ouais, Enfin, bon, bref, ce business-là, comment est-ce qu'on arrive à passer d'un stade où on partage, on informe, on coach gratuitement finalement avec des contenus courts sur les réseaux, et puis on essaie ensuite de faire entrer des personnes sur un programme de formation. Toi, ton programme, c'est quoi? Et c'est quoi la spécificité justement suisse dont tu parlais juste avant? Donc jeune femme déjà d'une part, et puis le fait d'avoir la casquette suisse, et puis la casquette Valais et pas la casquette Bali. La casquette balai, j'aime bien. En gros, moi, à ce jour, j'ai 4 formations, mais on va en mettre 3 types différentes, comme ça, je peux t'éclairer. La toute première que j'ai sortie, c'était Coach ton budget, et j'ai sorti le format classique, ce qu'on appelle Evergreen, où en fait, j'ai tourné toutes les vidéos, et tu rentres là-dedans tout seul, et tu sors là-dedans tout seul. Il n'y a pas de contact avec moi, tu peux pas me poser de questions, il y a pas de... Enfin, il y a un service après-vente si tu as un problème, mais pas si tu as des questions par rapport à la finance. Donc c'est un peu comme moi, je prends parfois des formations avec Pauline Legnaud, j'achète le truc 150-200 euros, Voilà. et en 4 heures, j'ai plein d'infos et c'est fini. Exactement, voilà, c'est Ok. ça. Et du coup, la différence avec ce genre de formation et puis ce que tu vas retrouver de gratuit sur Internet, en général, le gratuit sur Internet te renvoie Oui. à des programmes qui sont structurés pour te faire apprendre et pour te faire passer d'une transformation A à une transformation Z. Et celle que tu as cherchée en achetant la formation. Donc, Et ce que disait Delphine Pinon, c'est qu'elle est toujours bluffée de voir qu'il y a 20% des gens, ils ouvrent même pas, ils payent oui. et puis ils ne rentrent même pas dedans. Ah oui, Tu c'est constates ça terrible. aussi? Oui, 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 Ok. les gens achètent et ne font pas. Ok. Et autant coach ton budget, alors c'est pas négatif ce que je vais dire, mais
c'est pas que je m'en fous, mais j'ai jamais prêté attention à ce taux de complétion qui est très faible. En fait, pour moi, les gens, ils achètent et puis ça s'arrête là. Et quand Ah, j'ai carrément. développé, ouais, je me suis Waouh. vraiment dit, ils se font pas, bon bah tant pis pour eux quoi, t'as la formation. Mais il y a quand même des gens qui se réveillent un an plus tard et qui disent, oui en fait j'ai perdu mon logging et je voudrais enfin m'y mettre. Donc tu vois, ils font, mais un an plus tard. Waouh. Donc quand même, ça veut dire, c'est aussi souvent des gens qui regardent mes newsletters tous les jours et tout d'un coup ils se disent, maintenant il faut que je le fasse. Donc Mhm. ils le font, mais avec beaucoup de retard. Et après, quand j'ai voulu développer Coach ton business, donc il y a un an et demi, mais en fait, je voulais pas ça. Déjà, je voulais avoir un rôle proactif dans l'apprentissage des gens. Je voulais pas que ce soit sous forme de live où il y a 50 personnes avec moi qui parle au milieu. Je voulais pas non plus ça. Je voulais avoir un regard sur qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils avancent, leurs problèmes, leurs Oui, et puis challenges, c'est très etc. individuel, hein. C'est très Ouais. individuel l'entrepreneuriat. Et je sais pas, je pense que j'ai eu un feeling où je me suis dit, il faut que je fasse comme ça. Et c'est ça qui a fait le succès du programme l'année dernière, c'est que les gens sont venus vraiment vers moi en mode, ben, tu fais ça en Suisse. Et c'est personnalisé, donc c'est vraiment individuel. Mhm. Alors après, il y en a qui diront, ouais, mais bon, c'est pas scalable, etc. Là, maintenant, je me suis fait Mais là, tu parles de coach ton business. business. Ouais, Oui. exactement. Coach ton budget, c'est scalable à l'infini. C'est juste que moi, j'ai juste pas développé le côté budget plus que ça. En fait, à un moment donné, j'avais l'impression que j'avais fait le tour et que pour moi, pour avoir plus d'argent, donc pour aller encore plus vite vers mes objectifs, ben, il fallait que je fasse autre chose. Mhm. Et on m'a pas donné d'héritage familial, j'ai pas Toi gagné au non plus. loto, donc Mince. moi Toi non non plus. plus. Donc je suis passée par l'entrepreneuriat, quoi. Je me suis dit, il faut que je développe mon entreprise, il faut que je la fasse grossir comme ça, quoi. Et c'est comme ça que tu as basculé sur coach ton business Ouais. aussi. Et comment tu as testé ton idée alors, toi? Alors moi, j'avais fait sur... bon, déjà, les gens de Coach ton budget, moi, je leur faisais faire des questionnaires. Donc je savais que en général, ils arrivaient à économiser environ 10% du revenu au bout de quelques mois après Coach ton budget. Donc déjà, là, j'étais là, pas mal. Et ensuite, j'ai réalisé que beaucoup de ces gens, ils aspiraient à avoir plus de liberté et ils avaient un side business en fait à côté qui leur apportait des revenus supplémentaires. Et en fait, à l'automne 2023, donc juste avant que je quitte Sky, donc j'ai quitté Sky avant d'être sûre que c'était bien ce que je faisais, hein. Mais bon, j'avais déjà coach ton budget, donc bon, au pire, il y a coach ton budget. Là, j'ai fait le test sur deux amis qui faisaient du yoga et j'ai commencé à, du coup, ben, leur donner des tips pour développer leur business pour avoir plus de clients. Et en fait, la base de ce que je disais, c'était tout ce qui était tunnel de vente. Donc, ok, avoir un site internet, c'est beau, ok, avoir Instagram, c'est bien, mais il faut que tu puisses faire le lien, il faut que tu les fasses rentrer dans une boucle qui fait qu'elles réservent ton service ou elles achètent ton produit. Et ça, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé Coach ton business. Et l'année dernière, j'ai refait le programme, je l'ai retapé 3 fois. C'est-à-dire que j'avais fait un premier plan, j'étais pas contente, j'ai refait un deuxième plan, j'étais pas contente, j'ai refait un troisième plan, et là maintenant il est bon. Ouais, mais ces tunnels de conversion, c'est quand même très... Ça peut être très automatisé, c'est quand même très lié à de l'emailing, la newsletter, les garder actifs, envoyer des alertes, suivre les tags de conversion dans les campagnes sur les réseaux Mais sociaux. c'est pas que ça. C'est quoi d'autre En fait, alors? ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, avec les problématiques qu'on voit dans le... Tu sais, tout ce qui est IA et tout, que tu peux tout automatiser avec l'IA, que tu as un chatbot, machin, tout ça, que tu peux l'avoir sur Instagram, machin. En fait, la question réelle, c'est qu'est-ce qu'on automatise et qui va, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous faire gagner du temps et de l'énergie, en fait, des ressources tout court, hein, et où est-ce qu'on intervient pour que le client il passe à l'action. Mhm. Et typiquement, il y a beaucoup de choses que tu vas automatiser. Par exemple, l'acquisition de leads, ou alors tu peux même faire un questionnaire de qualification pour voir si la personne c'est le bon fit pour travailler avec toi. Enfin, beaucoup de choses que tu peux automatiser, mais il y a des trucs que pour moi, il ne faut pas automatiser. Ils font partie du tunnel de vente, mais c'est toi qui dois faire partie de la chaîne en fait Mhm. du tunnel de vente. Oui, Donc, le maillon humain quand même qui amène la confiance, la rassurance, exact, ouais, c'est ça. l'expertise et qui est Exact. moteur d'action derrière pour qu'il se passe quelque chose. Sinon, ils rentrent dans la formation puis ils la font pas. Exactement. Et en fait, Mm. il y a un truc, c'est que beaucoup de formations business, elles vont te vendre un plan, un template. Voilà, il faut faire ça, mets en place ta séquence, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et moi, en suivant mes clients, je me suis vraiment rendu compte que ben, chaque client a besoin d'un truc spécifique à son business, en fait. Parce qu'il y en a un, il fait pas de l'evergreen, parce qu'il y en a un, il fait que de l'evergreen, parce que, enfin, du coup, il y en a un où tu vas tout automatiser, comme ça il est tranquille. L'autre, tu peux pas parce que ben il a besoin d'être là parce qu'il vend un produit spécifique ou un service spécifique. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tu vas trouver des solutions vraiment en fonction de la personne. Et tu dirais aujourd'hui le plus gros des demandes, dont tu dis tout à l'heure, ça touchait pas mal au digital marketing. Ce serait quoi spécifiquement comme tâche
que ce soit dans de l'accompagnement pour l'automatisation ou bien dans le fait de faire croître le business? Alors, je verrais la chose un petit peu différemment. Je dirais que moi, les gens, ils viennent vers moi pour 3 typologies de raisons. Il y a l'aspect finance, où ça les intéresse de comprendre comment une entreprise, elle fonctionne d'un point de vue financier. Et là, je vais pas enfin, à ce niveau-là, je vais pas partir dans de l'EBITDA et des plans comptables et des trucs comme ça. En fait, je leur explique, je commence par la base. J'ai, bon, t'as besoin de combien de francs par mois pour vivre, pour payer tes factures? Bon, ton service, il est combien? Combien tu as besoin de ventes de services pour payer tes factures? Et là, c'est «Oh, ah ouais, il me faut quand même beaucoup de clients en fait. Après, le deuxième truc, c'est comment trouver des clients. Et là, du coup, c'est beaucoup le digital qui intervient, hein, mais pas que, parce qu'en Suisse, je pense que le digital, c'est fabuleux, mais il faut quand même faire du présentiel, il faut aller networker, faut aller montrer sa tête un petit peu. Et peut-être aller serrer des pinces, comme on dit en Valais. Souvent, le manque de clients, le deuxième challenge impacte le point de vue financier. Donc, ils sont un peu corrélés. Et la troisième chose pour laquelle on vient me voir, c'est tout simplement le manque de structure. C'est qu'ils sont désorganisés, ils sont déstructurés et ils savent pas comment ça se passe. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est construire un business, c'est comme quand t'emménages. Tu vas mettre une table dans la cuisine, des chaises, un canapé dans ton salon. On a tous un peu la même structure, on a tous un peu les mêmes choses, mais on n'a pas les mêmes meubles et on les dispose pas de la même manière. Et pour moi, un business, c'est à peu près pareil. Et du coup, quand j'ai un nouveau client et que on fait la première séance ensemble, bah moi, je toque à la porte et je regarde comment c'est chez lui. Et s'il a 6 enfants, mais qu'il y a un bar avec 3 tabourets, on fait comment pour manger en famille ensemble? Ça va pas. Ok, donc tu amènes de la vision sur la faisabilité déjà Ouais. au niveau des finances pour qu'il y ait une prise de conscience Oui. si c'est pas viable. Ensuite de la structure, et puis tu me parlais aussi de la spécificité suisse qui fait que si tu es obligé d'aller montrer ta tête et faire du networking. Donc ça veut dire que toi qui a des envies aussi d'être full nomade, parce que je voyais que l'annonce que tu avais mise c'était full 100% remote, ça veut dire que tu pourrais pas aller bosser à Bali quoi par exemple. Il faut quand même aller serrer Alors, des pinces. c'est toujours variable. C'est-à-dire que si pendant un an, tu veux partir à Bali, pars à Bali. Ça va pas être... c'est pas grave, ça va pas t'empêcher de développer ton business. Mais pour moi, et d'ailleurs en 2025, je pense qu'avec tout ce qu'on s'est tapé ces dernières années, faut Oui, être on a full besoin. nomade, Ouais, faut ouais. revenir au bureau, faut ci, faut ça, faut on entend tellement plein de choses différentes. Je pense que les gens ont quand même envie de se voir et de faire des choses ensemble. D'ailleurs, c'est chouette de se voir comme ça plutôt que de le faire par écran C'est vrai, interposé. non, Hein. ouais, à fond, c'est clair. Ouais. Tu vois, rien que ça. Et Et tu vas où alors toi? C'est quoi les events de networking auxquels tu assistes? alors cette année, du coup, et c'est pour ça que j'embauche quelqu'un, j'ai prévu de faire avec la communauté Objectif 100% indépendant et rentable, une fois par mois, un petit atelier workshop, soit à Genève, soit à Lausanne, soit en Valais. Où l'idée, en fait, c'est que on se rencontre. Moi, j'appelle ça les ateliers solutions, mais c'est un peu l'équivalent des masterminds où en fait, tu viens avec une problématique et puis on discute de la problématique, on essaie de trouver des solutions avec toi. Donc c'est gratuit? C'est pour les membres, ouais, c'est exactement Ah, c'est ça. pour les Les membres. membres de Objectif 100% Ah indépendant non, et donc c'est rentable. pour les gens qui sont quand même dans ton programme. Ouais, exactement, Ok. voilà. Parce que les masterminds, nous, on en reçoit ici à Work and Share, c'est ouvert à tous. Hein. Ah, c'est ouvert à tous, ouais, ça dépend toujours le truc. Mais là, l'idée, c'est que les membres se connaissent et qu'ils avancent ensemble pendant une année dans leur projet entrepreneurial Ok. et qu'ils s'aident un petit peu à Un peu l'intelligence comme collective. IO, quoi. Moi, je suis dans... Enfin, je sais pas si tu connais IO, c'est un accompagnement sur une année où tu te vois une fois par mois avec les 5 ou 6 membres de ton groupe, plus un mentor. Et puis tu as des formations d'une journée tous les 3 mois qui sont dédiées à des thématiques sur la finance, le recrutement. C'est exactement ça. Ok. Alors bon, c'est un niveau bébé parce que la plupart de ces gens, ils commencent seulement, en fait, ils viennent à peine de faire leur site internet, ils viennent à peine de commencer à savoir ce qu'ils veulent, ou alors ils savent pas ce qu'ils veulent, ils ont besoin justement d'être entourés de personnes qui vont nourrir un petit peu tout ça. Ok. Parce que l'environnement, je pense que tu es d'accord, ça fait beaucoup quand tu es entouré de gens qui sont dans la thématique entrepreneuriat. Bah oui, c'est clair, parce que sinon tout le monde te dit ah mais tu es dingue, tu es folle, qu'est-ce que tu vas te lancer là-dedans ou C'est clair, c'est un gouffre financier ou c'est clair. Alors que c'est fabuleux en et fait. puis quand tu parles avec des gens qui sont dans le même truc, ça t'encourage, Exact. ça soulève, ça te donne envie de soulever des montagnes et puis C'est ça. d'aller de l'avant. Moi, c'est ça que j'apprécie aussi chez IO et ça redonne de l'énergie. Exactement. Bah oui, moi je suis chez Squared du coup, qui est à Paris. Et là, en mars, du coup, on va à Paris. Alors, j'ai appris beaucoup de choses au niveau structure, justement, au niveau passer le cap. Parce qu'en fait, dans tout dans ta vie, je pense qu'il y a un moment où tu peux faire beaucoup en solo, tout seul, à apprendre et tout. Mais tu as besoin de quelqu'un qui va te prendre la main et qui va t'expliquer et te dire, là, maintenant, il faut ça, 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 tu vois. Mhm. Oui, c'est vrai que moi, ça m'apprend énormément. Franchement, je me dis, j'aurais dû Mhm. le faire avant. Après, il y a des paliers, comme tu disais, toi, c'est un peu le early stage. Ouais, Là, il faut avoir déjà un certain niveau de chiffre d'affaires exact. pour rentrer dans... Donc, il y a différents accompagnements à différents moments.
par rapport à ta maturité Ta aussi. maturité, ouais. Bah oui, parce que toi, c'est frustrant d'être avec des gens qui savent rien encore et Ah qui n'ont oui, jamais oui, fait. non, ça, ouais. Et au contraire, tu trouverais peut-être ça inspirant d'être avec des gens qui ont fait déjà plus, mais voilà, je pense qu'il faut segmenter les entrepreneurs et puis Exact. les motiver entre eux, quoi. Alors, j'avais aussi, donc on a lancé 2 petits sondages. Mhm. Le premier, ben, je voulais te faire réagir parce que tu l'as exprimé plusieurs fois, tu l'as en tout cas énoncé le mot liberté. Donc, on a demandé aux personnes qui sont lancées dans l'entrepreneuriat, c'est quoi un peu leur moteur, enfin, qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a donné l'envie, en fait, le critère qui a donné envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le premier, c'est la liberté, en fait, d'être indépendant, de pouvoir faire ses propres choix. Et derrière, c'est la perspective de gagner plus d'argent par rapport au salariat. Comment tu réagis par rapport à ces deux réponses pour prendre le top 2? Est-ce que ça résonne chez toi ou pas? Et en quoi? Ben, tu me diras aussi ton avis, hein, je pense que c'est intéressant parce que tu as vraiment early stage entrepreneur versus plus 10 years entrepreneur. Je pense que la liberté, tu l'as quand tu es financièrement confortable. Parce que sinon, c'est un goulot d'étranglement, l'entrepreneuriat. Enfin, c'est C'est un terrible, stress, en c'est un tout cas. stress énorme. Et c'est pire qu'être salarié et mal gagner sa vie parce que tu n'as pas beaucoup d'issues de secours, en fait, dans ce genre de cas, à part te retrouver un taf, quoi. Mhm. Mais une fois que tu atteins le palier de liberté plus de finances et de liberté, là, c'est exceptionnel, je trouve. Parce que ça te permet d'être vraiment créatif, d'avoir du temps pour faire de la strat, pour faire à la fois de l'opérationnel. Enfin, tu as un peu toutes ces casquettes-là et je pense qu'il faut aimer avoir toutes les casquettes. C'est génial, mais pour y arriver, il faut travailler dur. Et en fait, au début, alors je sais pas toi si c'était comme ça, les premiers mois où tu es seul, où tu commences, où tu es bon, tu plus d'employeur, machin, c'est génial, tu te sens libre, tu as du temps, tu dois plus badger au travail, tu plus quelqu'un qui t'écrit sur Slack, alors tu as contacté machin truc, tu plus tout ça, donc tu es vraiment libre et tu te sens libre. Mais après, du coup, tu commences à vendre ton service, tu rentres dans l'opérationnel, tu dois livrer ton produit ou ton service, donc là tu commences à travailler. Et il faut savoir jongler justement entre garder cette partie stratégique que tu faisais qu'au début et qui te permettait d'être libre et de faire ce que tu veux et d'être créatif, avec l'opérationnel qu'il faut faire. Et ça, c'est le challenge que tu as au bout d'un moment en tant qu'entrepreneur. Et c'est là où tu peux perdre ta liberté, à être tout le temps dans l'opérationnel et bien pire que quelqu'un qui est salarié et qui a pas toutes les libertés. Oui, ben, je pense que tu as bien résumé. Et puis, c'est ce qu'on apprend aussi quand on fait de l'impro, l'improvisation théâtrale. Il nous explique que ce sont aussi les contraintes qui permettent d'être libre. Puis, je me rappelle, mais souvent, je comprends pas en quoi une contrainte peut donner cette liberté. Et alors, ils expliquaient, bon, c'est un peu comme si on choisissait finalement je vais pas dire une prison, quoi, mais on choisit en fait ce nouveau cadre dans lequel on va évoluer. Et il est vrai qu'entre l'image qu'on s'en fait, parce que rien ne vient tout seul, il faut beaucoup bosser. D'ailleurs, beaucoup de gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est des gros bosseurs, hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont découragés quand on voit justement le temps que ça prend pour faire décoller un business et puis que ça prend effectivement plusieurs années. Moi, je suis restée quand même 5 ans, hein, en solo. 5 ans. Tu vois, 5 ans, Ouais. c'était énorme, hein. Ouais. Donc après, j'avais de plus en plus, je me rendais compte que finalement, j'étais avec 7 ou 8 personnes en freelance autour. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche De finalement faire une maintenant, team. vu l'argent que ça me coûte de donner à l'extérieur, tu vois, de commencer à internaliser. Mais c'était la peur. En fait, c'était la peur de devoir sortir des salaires. Là, je me disais, mais en fait, je peux les cutter quand je veux, les freelances. Donc, si ça rentre plus, c'est toujours le truc de dire, mais en fait, est-ce que l'année prochaine, ça va encore continuer comme ça ou... Et donc, c'est un manque de confiance à la fois en soi, puis en le marché. Moi, je fais des études de marché, donc quand les entreprises vont pas bien, le premier budget que tu cuts, c'est le marketing, et encore plus les études de marché. Moi, c'était important pour moi la liberté de mes horaires, puisque tu vois, Oui. j'habite en campagne, et donc j'avais... Mais toi, tu avais des longs trajets aussi, hein, pour aller bosser. 1h30, ouais. Ouais, voilà. Bon, alors moi, c'était pas 1h30, mais c'était déjà trop long. J'avais 50 minutes, et puis j'avais des enfants aussi très jeunes. Ouais. Et je trouvais que c'était compliqué certains jours de partir à 16h30 alors que je bossais comme une dingue, parce que tu as le regard des autres, etc. Et je voulais en fait retrouver la maîtrise de mon temps, d'abord. Et ça, c'était, je pense, le premier facteur. Et puis, moi, il s'est passé aussi que dans mon entreprise, ils ont fait un management buyout avec mes 5 collègues directs, sauf moi. Donc, il y a eu aussi, en fait, c'était pas, il n'y a pas eu un déclic naturel qui s'est dit, je vais me lancer dans Tout l'entrepreneuriat. d'un coup, ça a fait ch'ting, quoi. Si tu veux, ouais. Et puis d'avoir été un peu sur la sellette comme ça, alors que ça faisait 6 ans et demi que je bossais là. Et puis, j'ai pas vu le truc arriver. Je l'ai appris le jour de la fête de Noël, en même temps que les autres collaborateurs de l'entreprise. Oh, waouh.
Et je l'ai certainement pris personnellement, je crois. Mhm. Et puis je me suis dit, mais et pourquoi pas moi? Mhm. Et, Mhm. et puis je me suis dit, en fait, je vais pas pouvoir rester parce que j'avais cette énergie, cette envie quand même de créer. Et, je me suis, ça m'a poussée en fait à prendre la décision. Et franchement, c'était pas du tout anticipé dans mon parcours professionnel. Mais par contre, j'avais toujours ce truc. En fait, quand je suis arrivée dans cette boîte-là, j'ai lancé le qualitatif parce qu'ils n'en faisaient pas. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant, les études qualitatives. Mhm. Et donc, j'ai monté ce département et je me suis dit, mais en fait, si j'ai réussi à le monter ici et que ça T'as fonctionne, repris le business model, tu l'as fait seul. Ah, voilà, c'est c'est quoi génial. Donc, ça n'a pas vraiment spécialement plu, tu vois, quand je suis partie en disant, je vais reprendre une partie du business Ouais, que bon, j'ai en même amené temps. ici. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et c'était donc pour être plus libre, avoir plus de temps aussi avec mes enfants. Ouais. Mais par contre, comme tu l'as bien dit, on est beaucoup pressé ensuite par le fait de produire. Oui. Donc moi, j'étais toujours dans le faire. Puis j'ai eu la chance de ne pas devoir chercher des clients parce que je suis vraiment j'étais dans une niche, tu vois. Mhm. Donc ça venait un petit peu tout seul. Et puis, mais alors tout le temps en train de produire. Et puis ça, c'est intense, quoi. Au niveau, enfin, vraiment, tu vois, tout le temps faire des. J'ai l'impression que je faisais un mémoire, une thèse tous les 3 mois pour produire. Et c'est en lançant justement après le panel qu'on a commencé à faire du quantique que la charge, elle s'est un petit peu aussi allégée. Que je me suis dit, OK, maintenant, je me sens prête à. Je vois que ça s'est stabilisé, à croître Au bout de combien de avec temps une c'était équipe. ça? Il a quand même fallu 4-5 ans. Et Ah encore, ouais. c'est parce que tu vois, Julia, que tu as croisée ici, elle était Mhm. déjà dans l'espace de coworking à l'époque. Mhm. Et elle bossait avec quelqu'un d'autre dans une agence de com, justement, dans le digital marketing. Et on s'est super bien entendu. Et puis, en fait, après, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux bosser avec moi? Et ça s'est fait comme ça. Donc, tu vois, toujours un peu tout, pas par hasard, mais il se passe des choses. Et puis voilà, ça s'est construit. Tu Mais dirais que tu avais une vision de ce que tu voulais? pas du tout. Je te Pas dis, j'ai du tout? commencé en faisant du quali. C'était... Même Ouais. à la base, je voulais juste être modératrice, et freelance, et puis voilà. Et après, en fait, mon ambition quand même, je pense, de créer quelque chose, justement, de retrouver du temps pour faire de la création, il a repris le dessus. Parce que j'étais là, ouais, mais je veux vraiment dépoussiérer l'image d'études de marché, parce que comme ils le font, moi, je veux pas le faire comme ça. Tu vois, très vite, je me suis dit, je vais créer mon propre panel, je vais aller faire des sondages sur les réseaux sociaux, je vais faire du qualitatif sur WhatsApp, parce que les gens, c'est là qu'ils sont, et pas sur des plateformes où il faut se loguer, etc. Et je voyais toujours tous les freins et tout ce qui allait pas, les terrains où il y avait beaucoup de tricherie, et puis j'étais, mais comment on peut. Enfin, ça va pas. Nous faut des vrais gens, de l'authenticité. Ouais, ouais, Il ouais. faut diversifier, aller chez Monsieur, Madame, tout le monde, mais y compris les gens moins, tu vois, moins bien éduqués. Enfin, donner la parole à tous. Donc, j'avais plein d'envie, d'aspiration dans la partie de mon métier qui était de poser des questions. Et après, c'était vraiment de comment le mettre en œuvre. Et tu vois, je sentais qu'il y avait ça qui quand même, ouais, qui avait de la place dans mon envie d'avoir à mon échelle une sorte d'impact. Et c'est là où je me retrouve 10 ans plus tard, où j'ai l'impression maintenant que j'ai la chance d'avoir une super équipe qui fait maintenant tout l'opérationnel et où je peux juste réfléchir à c'est quoi l'impact Oui. entre guillemets que j'ai envie d'avoir en aidant, propulsant des gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, s'ils sont faits pour ça et puis que le marché est là. Ouais. Et puis en donnant la parole à un maximum de gens avec des sondages, tu sais bien, moi mes sondages sont super courts et Oui, ils sont bien, ouais. voilà, ils sont très imagés. Et si on peut, on met un peu de vidéo, enfin on essaie de le rendre sympa et surtout très court pour qu'en moins de 5 minutes, qu'il y ait cette représentativité et diversité dans le profil des gens qui répondent, quoi. Bah d'ailleurs, celui sur les finances, les résultats sont vraiment intéressants. On va en parler. Allons-y. Premier résultat. Donc déjà, ce qui m'a un peu surprise, c'est Ouais. que on est en Suisse, pays le plus riche du monde. On a 40% qui n'ont aucune capacité d'épargne. Il y en a même 7% parmi ceux-là qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ouais. Et 33%, je vis au jour le jour. Ensuite, tu as 36% qui ont une légère capacité d'épargne, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre un peu de côté d'argent chaque Mhm. mois. Et puis, tu as 25% qui ont une forte capacité d'épargne, qui épargnent régulièrement, qui ont vraiment des vrais projets, Mhm. donc d'épargne pour des projets de vie, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Donc, voilà, 33% je vis au jour le jour, 7% au-dessus de mes moyens. Déjà, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, je pense qu'il y a là-dedans, mon hypothèse, c'est un gros manque d'éducation financière, déjà à la base. Parce que certaines... Déjà, ce serait intéressant de voir parmi celles qui disent qu'ils n'ont pas... En fait, si tu analyses les budgets de celles qui disent qu'elles n'ont pas ou très peu de capacité d'épargne, je pense qu'on pourrait trouver des zones à revoir. Tu vois, tu parlais d'assurance, revoir son assurance. Certaines personnes vivent avec... on va pas parler de loyer, tout ça, parce que le loyer, c'est un peu plus compliqué à optimiser. Mais par contre, revoir son assurance, avoir des abonnements à jour qui sont pas en train de traîner et puis qui débitent de l'argent tous les mois sur la carte. Ou tout simplement, en fait, arrêter de dépenser n'importe quoi sur Internet.
tout ce on va passer en pub, etc. Achat Arrêtez. impulsif, Achat ouais. impulsif, tout ça. Je pense que, enfin, c'est une hypothèse, hein. Je pense que si on revoit le budget des gens et qu'on cut un petit peu les choses, il y aurait plus de capacité d'épargne. Et là, il y a pas de... Il y avait même pas de différence par âge. Moi, j'ai pensé que ça allait être plutôt chez les jeunes ou les familles, tu vois, qui étaient plus contraints. Donc, ça concerne tout le monde. Mhm. Et en fait, les achats impulsifs, ce qu'on avait constaté chez les jeunes, donc on a fait une étude que chez les moins de 25 ans, Mhm. et j'étais frappée de voir que donc, la très grande majorité vont suivre des influenceurs, Mhm. qui avaient plus de la moitié, alors que parce que maintenant avec Twin c'est tellement facile, qui avaient déjà fait un achat consécutivement quand même à une annonce et une recommandation produit d'un influenceur, tu vois. C'est énorme. Ça m'étonne pas. Et Parce que voilà. tu as une figure que tu crois qui va te dire achète ça, c'est bien. Donc tu as envie. Et en plus, la personne, elle te fait. Tu sais, à l'époque, les téléachats, là, le samedi matin, Mais pareil, hein, c'était c'est ça. profil précaire que ça visait. Bah oui, Ouais. bah c'est ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment soigné. Hein, parce qu'avant, j'étais Zalando, Coca, tout ça. Ben, je dépensais à foison. Hein. Et je pense que. Alors, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, je pense qu'il y avait 1200, 1500 balles qui partaient tous les mois dans de la merde. Énorme. Ouais. Et c'est vrai, de par ces achats impulsifs qui sont hyper facilités avec le en un Oui, clic. ouais, c'est ça. Ouais. Ou alors, outre les achats impulsifs, il y a aussi les gens qui peut-être sortent beaucoup. Tu as beaucoup de restos, beaucoup de sorties, beaucoup d'alcool, tout ça. Ça, c'est un sacré fardeau dans le budget des gens, surtout en Suisse. Hein. Donc voilà. Après, je dis pas, moi, je suis pas quelqu'un qui va te dire oui, arrête de sortir, arrête d'acheter, reste chez toi et puis dépense plus. C'est pas ça. Je pense juste qu'il faut trouver un équilibre par rapport à la vie qu'on a et puis l'argent qu'on gagne. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ben ok, je gagne pas assez bien ma vie pour vivre la vie que j'ai envie d'avoir, pour par exemple me réduire mon temps de travail à 80% ou des trucs comme ça. Comment je peux faire pour gagner plus d'argent? Tu as la liberté Mhm. de pouvoir organiser tes horaires, tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, comme tu veux. Et puis là, le fait qu'on gagne quand même mieux notre vie, quoi, en travaillant de manière plus qualitative. Ouais, exact. Le deuxième point, c'était que les personnes qui ont de l'épargne et qui ont cette capacité justement financière à économiser, à nourrir des projets qu'ils ont à côté, la plupart du temps, ils vont déjà se faire conseiller par les banques ou par des experts. C'est ceux qui ont déjà proactivement fait des analyses. Ouais, Ouais, des analyses, des ouais, analyses sur intéressant, ouais. Alors, la deuxième question, c'était sur le niveau de confiance dans leur gestion financière. Mhm. Tu as 8% qui ne savent pas du tout par où commencer. Par contre, on a 38% qui gèrent leur budget, mais sans méthode précise, et surtout les jeunes, enfin les moins de 35 ans, et justement ceux qui n'ont pas d'épargne, de capacité d'épargne aujourd'hui. Tu as 15%, c'est les salariés, ils essaient de faire... ils ont une méthode à eux, mais ils aimeraient bien l'améliorer. Et puis tu as 29%, et c'est ceux qui ont la plus forte capacité d'épargne, qui maîtrisent déjà bien et qui cherchent encore à optimiser. Et là, tu vois le boursicotage qui est plus élevé dans cette catégorie-là de personnes, où ils se mettent un peu à la bourse, parce que maintenant c'est beaucoup plus accessible, il y a les apps et autres. Alors tu vas me dire ce que t'en penses. Mais alors pour ceux qui savent pas par où ceux-là on va les mettre de côté pour l'instant. Ceux qui n'ont pas vraiment de méthodologie. Moi ce qui m'a vraiment aidé c'est que quand j'étais chez Sky, ma chef elle m'a donné en charge le budget digital. Donc j'avais tout d'un coup des millions de francs à gérer. Et en fait elle m'a donné sa méthode. Donc voilà on fait ci, on fait ça. Et après moi je l'ai peaufiné au fur et à mesure du temps parce qu'on travaillait aussi le coût d'acquisition, tout ça, tout ça. Et en fait ça m'a ouvert les yeux de me dire mais en fait si je sais gérer le budget d'un secteur comme ça, avec des millions de francs, mais que je sais pas gérer moi-même mon truc, il y a un problème. Et c'est là où je me suis dit que en fait, gérer le budget d'une boîte, c'est très similaire à gérer le nôtre, mais le nôtre, il est tellement simple. On n'a pas besoin des comptables. Si on n'a pas à garder la quittance pour le comptable, c'est pas grave. Enfin, on n'a pas besoin de tout ça. Par contre, on peut avoir un fichier Excel. D'ailleurs, il y a des super templates. Enfin, celui que j'ai mis dans Coach ton budget, je le trouve incroyable parce que t'as les trucs, t'as les roues, les machins, voilà, tu rentres juste tes dépenses et en fait, tout se fait tout seul. Et c'est exactement la même manière de gérer mon budget privé que je le gère dans mon entreprise. C'est pareil. C'est juste que tu as plus de responsabilités et de variété dans celui de l'entreprise. Après, l'avantage, c'est que toi, du coup, tu as un suivi qui peut être mensuel, vu que c'est dans ton... C'est un fichier Excel qui se met à jour, enfin, ou je sais pas si c'est Excel, mais c'est un système qui met à jour aussi automatiquement à chaque saisie de tes chiffres. C'est moi qui les mets dedans. Après, Oui, mais quand ouais. tu ton template... Oui, il voilà. le fait. Mais après ça, ce template, j'ai mis du temps à le faire. Voilà, c'est des années de travail pour avoir un truc comme ça, quoi. Parce que tu vois, moi, si je compare, bon, gestion financière au niveau privé, je fais pas.
Mais par contre, on a essayé de voir où est-ce que l'argent partait. Et puis, on a fait des efforts au niveau plutôt de la consommation énergétique, ce genre de choses, les véhicules, etc. Mais pour l'entreprise, j'avais une vision de mon budget que fin janvier d'année suivante, avec le comptable, la comptabilité, qui était pas digitalisée. C'est seulement cette année que je suis passée sur un système qui me permet d'avoir un accès en temps réel sur, Les finances et tout. ouais, sur les finances. Et je me C'est dis, fou mais ça. ouais, c'était long, tu vois. T'avais pas peur de la trésorerie ou des choses comme ça? Enfin, tu disais tant qu'il y Bah a de après, l'argent moi, sur le... tant qu'il y a l'argent sur le compte, tout va bien. Ok, d'accord. EBITDA, je comprenais vraiment, enfin, ces termes étaient inconnus jusqu'il y a 6 mois avant que je rejoigne IO. Ouais. Donc, en gros, tant qu'il y a de l'argent, ça va, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Mais ça, pour un privé, faut pas raisonner comme ça. Faut pas se mais dire même ça. pour une entreprise, il ne faut pas raisonner comme Non, ça non, non non, plus, ouais, en vrai, parce que ça fait oui. 10 ans que la boîte, elle existe. Donc, heureusement que j'ai de liquidité sur le compte, sinon ça voudrait dire que j'ai... Enfin, bref. Ouais, c'est ça. On a parlé aussi de l'intérêt pour des formations en gestion financière. Ah là, j'ai vu, il y a 11%, 11% qui sont intéressés. Ça, c'est l'un des chiffres que j'ai retenu. C'est intéressé à se former rapidement. Alors après, est-ce ils sont prêts à se former rapidement? Est-ce qu'ils vont faire la formation une fois qu'ils se sont inscrits? Je sais pas. Mais par contre, qu'est-ce que tu penses de ce 11% justement c'est des hot leads? Bah moi, ces 11%, je les vois dans la masse qui est rentrée sur Coach ton budget. Parce que tous ces gens-là ont été sensibles à mon message sur les réseaux sociaux. Ils sont venus, ils ont fait Coach ton budget. Et à ce jour, j'ai quasiment pas de retour négatif. J'arrive sur les... Non, j'ai 1000 clients là maintenant. L'année dernière, j'ai réussi à les atteindre sur Coach ton budget seulement. Et ouais, en fait, aujourd'hui, je vais croiser des gens qui vont me dire: Ah, mais c'est Coach ton budget. Déjà, c'est pas Janie, c'est Coach ton budget. Ah, mais tu sais, nous, on a financé, ça m'est arrivé, on a financé notre mariage grâce à toi. J'ai remboursé mon leasing de ma voiture avant plutôt que prévu. J'ai réussi à mettre tout un mois de salaire de côté grâce à tes astuces. Enfin, tous des trucs comme ça, tu vois. Et là, Ça je fait me dis, plaisir, ça. ça fait plaisir. Ça veut dire qu'ils ont regardé, qu'ils ont fait et qu'ils s'y C'était tiennent. utile, ouais. Et souvent, ces gens-là, ils sont restés disciplinés parce qu'ils avaient la bonne méthode à la base. Parce que c'est ça le problème aussi, tu sais, c'est... Je te disais au début, je notais mes trucs, ça sert à rien de juste noter. Tu vas pas rester discipliné si tu fais que noter tes dépenses. Par contre, si tu as vraiment un plan, une stratégie, etc., là, tu restes discipliné, quoi. Alors, en tout cas, se former, enfin, l'éducation financière, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand même la première étape. Et puis ensuite, quand on regarde, voilà, tu as 25% et c'est chez les salariés, je suis intéressée à me former, mais c'est pas prioritaire. Autant dire que ça va être compliqué de déclencher quelque chose. Je me débrouille, mais j'ai pas besoin de formation. 38%, donc ça c'est quand même la majorité, surtout les retraités les plus de 55 ans. Pas intéressés du tout. C'est les 20% qui gèrent déjà justement leurs finances, je pense, ou qui délèguent complètement. Et puis 7% qui délèguent à un professionnel. Et sur la dernière question, donc comment les gens ils pensent pouvoir augmenter leurs revenus? En quoi ils croient le plus? Ouais, moi j'étais quand même surprise, hein, parce qu'en première position, donc ils peuvent choisir deux réponses possibles. Ce qui arrive en premier, c'est l'évolution professionnelle, donc la promotion et la formation. Exact. Ça m'étonne Ça pas. Ah, toi, ça t'a pas... Non, ça m'étonne pas. Mais parce qu'aujourd'hui, quand tu es salarié, à quoi tu penses quand tu veux plus d'argent? Tu vas direct penser à Une promotion Ah ouais, c'est ça. Le truc, c'est que c'est hyper dur de demander de l'argent en plus à ton boss ou de changer pour un job qui va te payer mieux. À part si tu as une capacité d'évolution. Tu t'es formé, tu as rajouté un diplôme, tu as fait des trucs comme ça qui font que tu vas gagner en valeur sur le marché. Mais moi, je trouve ça hyper dur. J'ai trouvé plus facile d'aller dans l'entrepreneuriat, en fait. Ouais, ben justement, mais tu vois, la création d'entreprise, c'est que 21%, quoi. Ouais. Après, tu me diras, tout le monde n'est pas fait pour non plus Ouais, c'est ça, créer sa boîte, quoi. Ouais. Le deuxième aspect, juste derrière, c'est quand même l'immobilier, avoir son bien immobilier. Mais ça, on me pose tout le temps la question. Hein. Ouais, t'en penses quoi de l'immobilier? Bah, je sais pas, j'y suis pas encore. Et c'est un projet? Oui, ouais, l'année prochaine, j'aimerais bien. Je pense que ça reste quand même un bon plan, hein, Oh, complètement, au ouais. niveau du long terme, c'est quand même pas mal rentable, puis tu as ton chez toi. 30%, les revenus passifs, les revenus passifs diversifiés. Ils sont gentils, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière les revenus passifs diversifiés. On en rêve tous. Hein. C'est ça. Puis souvent aussi, les gens, ils confondent, par exemple, tu sais, quand ils te vendent de l'argent d'Internet, faire une formation, ça vous fait du revenu passif. C'est pas vrai, hein. Une formation, c'est tellement de boulot. Enfin, coach ton budget, c'est des mois et des mois de travail, donc c'est pas passif, ça. Ouais, maintenant, c'est cash-in, tu peux le garder pendant 5 ans, ça va tourner tout seul. Ouais, c'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est de l'argent, c'est rentable, on va dire, c'est sûr, mais c'est pas passif. Hein. Ah non, c'est du taf quand même. Ouais. Tu dois quand même réactiver les campagnes et tout, enfin, voilà. La bourse, 27%, et la crypto, 13%. Ah, moi, je pense que la crypto, elle va gagner en puissance, là, à partir de... Enfin, dans les prochaines années. Enfin, je sais pas si elle va pas de nouveau chuter un petit peu, puis regagner. Bah, on va attendre que ça chute un petit peu pour revenir, quoi. Pour réinvestir dessus, mais... Ok. Et puis, le projet principal, est-ce qu'ils ont un projet financier principal? Bah là, il y a un tiers, ils n'ont pas de projet. C'est ok, hein, on peut comprendre. Et mais ça, on sait la catégorie ou... C'est surtout les femmes
Ouais, Surtout les retraités et les personnes qui n'ont pas de capacité d'épargne, ouais. sans surprise. Mais après, c'est corrélé, tu vois, quand t'as pas de projet, que tu stimules pas le projet, tu vas Bah pas oui, aller chercher des chercher à solutions ou épargner, des... Voilà, c'est c'est ça. vrai. Donc moi, je dirais vraiment, faut voir ce qu'on a envie de faire dans sa vie et voilà. Il faut des projets de toute façon. C'est vrai Mhm. que c'est stimulant au niveau individuel, au niveau du couple, au niveau de la famille, et C'est puis ça. Et c'est pas et ça qu'acheter une donne une maison, hein. raison. Ça pourrait être voyager, ça pourrait être réduire son temps de travail. Enfin, il y a tellement de projets qu'on Prendre peut sa retraite avoir. plus tôt. Ouais, exact, ouais. Bah justement, préparer ma retraite, c'est le premier qui arrive en fait à 19%, surtout pour les 35-55 ans. Ah, les 35, ils pensent déjà à ça? C'est bien ça. 35-55, c'est vrai qu'en général, ça arrive tard. Moi, franchement, j'ai seulement réfléchi il y a un an ou deux, quoi. Ah ouais? Le truc de la LPP, etc. Effectivement, j'étais... Bah moi, en fait, c'est- c'est pour ça que j'ai fait une SARL, parce que j'ai envie... Enfin, j'ai fait tout un plan. Bon, après, moi, c'est parce que je baigne dans la finance, enfin, je baigne dans tous ces trucs d'assurance et tout. J'ai tellement discuté avec des conseillers, avec les marques, avec tout Bah ça oui, heureusement que... que tu le fais, Janice, à 30 ans, avec vu ton coach, ton budget. Ouais, non, non, j'ai vraiment, j'ai tellement baigné là-dedans que ça m'a passionnée et j'ai ouvert la boîte, la SARL, pour déjà cotiser un deuxième pilier. Bon, là, pour l'instant, mon salaire, il est pas incroyable, mais c'est parce que c'est le début de la boîte et puis parce que tu as des stratégies business derrière. Mais par contre, stratégie de rachat, remplir le troisième pilier, etc., etc., ça, c'est pour ça que j'ai fait cette boîte, hein. C'est Bravo. pas... Ouais. Donc voilà, et 19% préparer ma retraite, 15% aider mes enfants. Ça, c'est les plus de 55 ans. Acheter un bien immobilier, 11%. Financer un projet de vie spécifique, ça peut être un voyage ou un mariage, 11%. Et puis juste faire fructifier mon argent, 10%. Ok. Monter ma boîte, 2%. 2%. Il y en a qui Voilà. économisent pour ça. Il y a parfois, tu sais, tout le monde n'est pas forcément dans le service et dans le conseil. Oui, Et, t'es obligé d'avoir de tu vois, l'argent. là, moi, je vois mon Ouais. frère, il avait monté une boîte dans l'import-export de textile où il pouvait, lui, faire un peu ses crêtes, etc. Il faut du stock, il faut faire produire. Mm. Donc ça demande quand même un investissement un local. Moi, là, nous, l'avantage, voilà, il y a pas de produits à stocker, il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de lieu à... Tu vois, on partage un espace de coworking. Si demain, je décide d'arrêter, j'arrête les abonnements de toutes mes licences de Mhm. produits, j'arrête Work and Share et Moi, ça me paniquerait de devoir développer un business qui est justement physique, avec du stock, avec... moi, ce serait une source d'angoisse, je pense. puis tu vois, quand on voit comment ils ont souffert de la crise énergétique, tout ce Mhm. qui était les boucheries, les boulangeries, Ouais, même dans l'hôtellerie, les EMS, avec ces surcharges qui tout d'un coup sont non maîtrisées. ouais. Nous, on se dit que, on entend les influenceurs, ils disent oui, on est très dépendant de Meta, de Google, etc. pour faire nos pubs. Si tout d'un coup on pouvait plus faire nos pubs, on pourrait plus avoir de business. Mais, mais voilà, il y a Il y pas a... une explosion des charges, tu vois, non maîtrisée parce que tout d'un coup il y a une guerre Ouais, c'est clair. ou des conflits au niveau géopolitique qui font que tu es impacté directement dans ta prod, quoi. Ouais, non, mais complètement. Non, c'est ça. Et puis même, enfin, je veux dire, t'as d'autres canaux, hein, si tu veux te diversifier avec ta publicité. Enfin, Bah, t'as tout c'est intérêt, pas une hein. excuse, hein. On arrive déjà vers la fin de l'entretien. Je vois même qu'on a un peu débordé. J'ai pas trop regardé l'horloge. Hmm. Mais je voulais justement, tu sais, j'aime bien clôturer le podcast sur une petite partie conseil pour les personnes qui nous écoutent. Justement, tu as déjà prodigué pas mal de petites pistes sur comment on peut faire des économies en se disant qu'il ne faut pas forcément avoir un gros salaire pour pouvoir commencer à épargner. Tu parlais d'avoir un projet, que le fait d'avoir un projet qu'on peut visualiser, ça aide à se donner un petit peu à la fois une structure et puis une motivation à justement mettre de côté. S'il fallait choisir peut-être deux pistes en pensant le côté finance et ensuite le côté entrepreneuriat, parce qu'ils sont vraiment, on va les décorréler, ils sont pas forcément C'est pas reliés, forcément, ouais, exact. à quoi tu penserais en priorité? Et là, je vais volontairement te demander de penser aux femmes. En fait, en priorité, à cette cible de femmes qui auraient genre allez, on va dire 30-35. Ce serait quoi les conseils au niveau épargne qui te viennent à l'esprit en imaginant cette femme, donc romande, hein, enfin, qui vit en Suisse, entre 30, 35, 40 peut-être? Donc, développer un projet pour qu'elle épargne. Enfin, Alors, on va pas lui donner des pistes sur le projet qu'elle va choisir, mais en tout cas, oui, alors ça pourrait être des pistes, pas forcément sur quel projet, mais comment commencer justement à faire des économies pour pouvoir mettre de côté pour un projet qui sera le sien. bah, en dehors de tout ce qui est vraiment petites tâches à faire, genre revoir ses abonnements, revoir son assurance maladie, revoir la manière dont on fait ses courses et puis ce qu'on fait la semaine qui fait que de l'argent va partir, nos achats sur Internet, etc. Moi, je pense qu'il faut quand même revoir un petit peu... alors, c'est un peu philosophique ce que je vais dire, je pense, mais ça va parler aux femmes, je pense. Je pense que dans la vie, on n'est pas que censé
aller au travail, aller faire les courses, tout ça. On doit avoir une passion, un hobby ou quelque chose qu'on aime faire, qu'on a du plaisir à faire. Une tâche ou ouais, une action qu'on aime faire, quelque chose qu'on aime faire. Et en fait, ça, plus on va creuser dedans et plus on va réfléchir à notre impact avec cette action ou ce qu'on fait ou ce que ça produit dans notre vie, le fait de réaliser ça, de faire un sport, d'aller aider les personnes âgées, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais je pense que ça peut développer l'envie de faire encore plus dans ce niveau-là et pourquoi pas même se diversifier, faire des choses un petit peu différentes, mais qui gravitent autour de cette action. Et ça va nous donner envie de nous focaliser là-dessus, de mettre de côté pour ça, de se libérer du temps pour ça, de faire un petit peu toutes ces choses-là pour ça. Donc, il faut qu'il y ait quand même un levier passion pour toi. Passion, ouais, Ou un au truc centre d'intérêt quand même, un centre ouais, il y a un kiff, quoi. il y a un Ouais. truc, ouais, c'est ça. Mais c'est pas forcément un sport, c'est pas forcément voilà, ça peut être tellement de choses en fait. C'est juste un impact qu'on aime avoir dans la vie des gens. Et toi, c'est quoi? Moi, j'adore aider les gens à, tu vois, quand je suis en coaching avec les indépendants, tout d'un coup, tu as un déclic parce que tu leur as montré une manière de se libérer du temps ou de gagner de l'argent ou d'avoir des clients, etc. Moi, c'est vraiment ça. Et je sais qu'ils viennent parce qu'ils ont envie de cette liberté-là. Et du coup, le fait d'instiguer ça chez les gens, moi, j'adore. Tu vois, quand on me vient et qu'on me dit, ah, j'ai ça comme idée, qu'est-ce que t'en penses, machin. Moi, je mets mon nez dedans et je regarde, ah oui, il y a ça, 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 ça. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Vraiment. Ok, ça me parle. Que les gens puissent voir que c'est possible, tu vois. Que c'est possible, vraiment, c'est possible. Et sur le côté justement entrepreneurial, alors, ce serait quoi les conseils? On n'est pas très loin, hein, sauf Oui, que bah oui, parce qu'on est toujours sur le c'est possible. on est toujours sur le c'est possible, on n'est pas très loin, sauf que le côté entrepreneurial, il va falloir développer quelque chose qui puisse matcher avec un business model qui va faire en sorte qu'on puisse être rémunéré. Que ce soit Ouais, donc ça, c'est vraiment sur cet aspect-là, quoi, de voir la faisabilité par rapport aussi à ce qui va rentrer et sortir. Exactement, voilà, c'est ça. Et je pense que beaucoup de gens qui ne sont pas encore lancés dans l'entrepreneuriat ont du mal sur ce point-là. C'est comment est-ce que je vais me rémunérer de ce que j'ai envie de faire. Et ça, il y a mille manières. Prenez contact avec Janice. Je vous invite à te suivre aussi sur... on peut te trouver facilement, que ce soit sur Insta. Coach ton business. Coach ton business. Vous tapez ça sur Google et vous trouverez Janice. Je te remercie beaucoup d'avoir passé 1 heure avec moi et avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci, Je te souhaite vraiment, franchement, tout de bon pour la suite de ton business. Merci, dans le Valais. J'espère que tu feras un bon recrutement aussi avec ton projet de collaborateur, collaboratrice pour venir t'épauler. C'est une chouette étape. Tu verras qu'on passe de 1 à 2. Ça donne une autre dynamique avec en plus les personnes qui t'entourent déjà. C'est un bon moment pour justement pour passer un petit peu à la vitesse supérieure et se redégager du temps pour réfléchir et voir où est-ce qu'on veut aller. Donc, je te souhaite aussi bien du plaisir aussi par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci encore.